canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Je suis très content ce soir de renouer un dialogue qui avait commencé, si je ne me trompe pas, au mois d'avril de cette année. C'était avec Claire Simon. Et Claire Simon, c'était pour parler d'un film qui s'appelait Garage des moteurs et des hommes, que vous avez certainement dû voir. Je crois qu'il est passé sur France 3 pendant les vacances. Donc, comme il était convenu. Et aujourd'hui, acte 2, et c'est reparti avec un autre film qui s'appelle, j'adore le titre, et on va peut-être parler aussi un peu du titre, mais je trouve vraiment très beau, Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde. C'est un magnifique film et Claire Simon est là et je remercie énormément Claire Simon parce que le film sort cette semaine, le 1er septembre, et elle est là pour en parler avec moi et je suis très content. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. J'ai rarement l'habitude de poser cette question, mais là vraiment ça m'intrigue, même si effectivement le précédent film, le titre était aussi très très beau et qui renvoyait, on avait parlé de western, etc. Mais là celui-ci, je vous avouerai que la première fois où j'ai vu ce titre, je n'avais pas vu que c'était vous qui l'aviez réalisé et je me dis tiens, c'est un inédit d'Éric Rohmer ou quelque chose dans ce genre qui me fait penser à L'arbre, oui. le maire et la médiathèque. Et là, voilà, c'est que Rohmer avait fait ce film formidable avec ce titre qui nous laisse tout de suite, on a tout de suite envie de voir le film, L'arbre, le maire et la médiathèque, on voit très bien ce qui doit se passer, quoi. Et là, comme moi j'avais fait une série qui s'appelle Le Village sur toute cette histoire, qui était sur Ciné+, et TV5 Monde et la plateforme Tank, je voulais que le titre raconte quelque chose, enfin, que le titre soit un peu le scénario, quoi, qu'on comprenne le mouvement, que ça soit... et c'est certain que j'ai repensé évidemment au titre de Rohmer à cause du maire, qui a un rôle important dans les deux. Mais Le fils de l'épicière, c'est bien, quoi. Et ça dit tout de suite le village, ça dit tout de suite une proximité, et puis la question du village et du monde, qui est vraiment importante dans le film, et de toute façon dans un village, quoi. Voilà. Exactement. Alors, pour parler de ce film qui est un film qui n'est pas sur le cinéma, mais qui est avec le cinéma pendant plus d'1h50, comment on pourrait dire? Celles et ceux qui connaissent un petit peu le milieu du cinéma, des festivals, savent exactement ce que sont les états généraux du documentaire, du film documentaire de l'USAS. C'est une manifestation extrêmement importante, fondamentale, une forme de passerelle comme ça depuis plus de 30 ans. On connaît très très bien Jean-Marie Barbe, enfin, en tout cas, celles et ceux qui connaissent un petit peu ce milieu-là. Et puis surtout, vous l'avez dit, la Tank. En fait, c'est un film qui parle de tout cela, qui parle d'un moment où il y a les mêmes personnes qui ont fondé cette manifestation cinématographique, dont Jean-Marie Barbe, ont cette idée de créer une espèce de plateforme numérique qui marcherait sous abonnement et qui a la particularité de montrer des documentaires, pas des reportages sur, je sais plus, je me rappelle plus, je crois que ça parlait des... La mozzarella. Parce qu'à un moment, Jean-Marie Barbe est invité sur France Inter. Alors pardonnez-moi, je suis trop dans la digression, mais c'est tellement génial votre film, parce qu'à un moment, dans France Inter, par 2 fois, vous mettez en avant le fait qu'il tutoie tout le monde, et la journaliste, ça l'irrite un peu. Moi, je trouve que c'est ça, à mon avis, le film. C'est ça qui est très fort. Parce que le tutoiement, c'est quoi? Le tutoiement, c'est tout simplement s'ouvrir au monde. Le vouvoiement, c'est pas forcément s'ouvrir au monde, c'est une forme de cloisonnement comme ça. Et je trouve qu'à 2 reprises, elle lui fait pas le reproche, mais elle insiste sur ça. Je trouve ça que le film, on sent qu'il y a, voilà, on sent que c'est pas le monde en tout cas. Alors que peut-être que Jean-Marie Barbe, lui, représente plutôt le monde parce qu'il n'a pas le tutoiement. Comment dire, un tutoiement de phénomène de mode. C'est vraiment. On dit souvent que les beaux films, ce sont ceux qui tutoient le spectateur. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, ce moment-là. Ouais. Donc, voilà. Mais parce que c'est interdit, le tutoiement à la radio nationale française. C'est sous prétexte de cacher comment dire, les amitiés qui feraient
comprendre qu'il y a comment on appelle ça, enfin, il y a des connivences qui ne sont pas forcément très démocratiques, quoi. Donc, mais ce qui est évidemment de l'autre côté, quand elle dit ah oui, à l'USAS on tutoie tout le monde, c'est pour dire oui, vous êtes des babas cool, etc. Vous êtes des. Or, on voit bien que c'est pas le cas, enfin que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de vivre quelque part et d'y faire ce qu'on croit de plus osé et de plus intéressant. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup passionnée. C'est cette tentative de lien, parce que vous avez pris l'exemple de cette scène à l'instant M à France Inter, et la scène qui suit, c'est dans la fête votive du village, où on voit le même Jean-Marie expliquer à des vieux ce que c'est que l'étalonnage, le mixage, ce que c'est que ce qu'il essaye de construire dans ce bâtiment qui est un bâtiment unique au monde et qui a été, c'est-à-dire un bâtiment exclusivement dédié au cinéma documentaire d'auteur. Et c'est voilà, il y a quelque chose sur ce qu'on fait quelque part parce qu'on veut à la fois le quelque part, le lieu où on a envie de vivre, et on veut aussi le plus beau de ce qu'on peut faire dans la vie. Donc, et là-dessus, les agriculteurs sont au même titre que les gens du cinéma documentaire. Ils sont là parce qu'ils pensent que c'est là que c'est le mieux de faire ce qu'ils pensent être le mieux, c'est-à-dire du vin, des fruits, etc. Et moi, c'est ça que je trouve qui m'a tout le temps intéressée, quoi. C'est ce défi qui est petit, qui est banal. Évidemment, on n'est pas à Kaboul, quoi, mais c'est quand même avec quoi les vies sont faites. Voilà. Mais pour cela, il faut être curieux aussi. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, en fait, et vous avez très bien dit, il y a d'un côté, on le voit, donc Jean-Marie Barbe. Alors, pour aller grossièrement, on dirait, c'est un film qui raconte une espèce de la jeunesse de Take. Voilà, si on disait de manière très grossière. Mais c'est pas forcément que ça, c'est beaucoup de choses. Et dans ce film, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a cette idée de curiosité. Parce que c'est vrai que vous l'avez très bien dit, on le voit à la radio où il essaye d'expliquer à cette journaliste ce que c'est plus ou moins la curiosité. C'est ça le documentaire, c'est d'aller toujours tout droit, voir un peu ce qu'il y a, et parfois on fait des bifurcations. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et puis d'un côté, on le voit, comme vous le dites, discuter. C'est vraiment une conversation très surréaliste, mais en même temps, c'est une très très bonne conversation. Et tous ces personnages-là, que ça soit le fils de l'épicière, donc Jean-Marie Barbe, mais que ça soit aussi le maire, qui d'ailleurs pour le coup, qui s'appelle Jean-Paul Roux et qui est un copain si je me rappelle bien, ils se connaissent depuis l'école communale. Et puis il y a aussi le village. Alors dans le village, il y en a un qui est assez incroyable, qui est un ancien de l'USAS et qui est revenu pour récupérer qui s'occupe de nouveau des terres de ses parents, qui s'appelle Patrice. Et c'est vraiment un très beau personnage. Et puis il y a le monde, et le monde, c'est tout le monde. Et je trouve que tous ces personnages-là, et c'est pour ça que c'est un film avec le cinéma et pas forcément un film sur la création d'une plateforme liée à un festival, c'est que tous ces gens-là ils font les choses comme si leur vie en dépendait. Ils mangent la vie, en fait, c'est ça. Ils vivent, ils mangent la vie, ils sont complètement dans cela, et c'est peut-être pour ça qu'aussi parfois ils sont un petit peu. J'avais l'impression qu'il n'y a que le cinéma qui peut les réunir, ces personnes-là, finalement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi que, si vous voulez, on croit que, enfin ça c'est une digression qui n'est pas très intéressante, mais un peu défensive, qui est de dire, en général, quand on filme les gens du cinéma, c'est pour en faire la promotion. Voilà. Or, on ne filme pas les gens du cinéma comme un corps social normal, comme on filme, je sais pas, les parlementaires, les boulangers, les électriciens, voilà, ou je sais pas, des syndicalistes. Or moi, ce qui m'a intéressée, c'était de filmer la réalité sociale, émotionnelle des gens qui sont là dans ce village et qui essayent de faire ce qu'ils pensent être le mieux dans la vie, quoi. Et donc
voilà, le cinéma les a réunis alors qu'il y a une seule rue à Lussas et ils se parlent pas beaucoup, les gens de l'agriculture et les gens du cinéma. Et dans le film, ils se parlent. Enfin, le film les fait dialoguer ensemble. Et on comprend peu à peu que les problèmes de production de cinéma documentaire ou de diffusion de cinéma documentaire ont un peu les mêmes problèmes de choix économiques qu'ont les agriculteurs. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'utiliser telle et telle machine, tout le monde n'est pas obligé. Voilà, à chaque fois, chacun choisit ce qu'il veut produire, comment produire, quoi. Et c'est très net dans le cinéma documentaire, puisqu'on peut dire que le cinéma documentaire correspond un peu au vin nature, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est sans sulfite, quoi. Est-ce qu'on peut faire du cinéma, raconter la vie, raconter éventuellement une histoire, quand elle arrive, et avoir en même temps le sentiment qu'il y a quelque chose d'universel et de tragique. Est-ce qu'on peut arriver à raconter à la fois l'événement et sa légende en même temps? C'est le défi du cinéma documentaire. Parce que quand vous filmez, n'importe quoi que vous filmiez, vous êtes au présent. Et donc, oui. Et tout spectateur qui revoit même des vieux films est au présent. Et donc, il faut tout le temps être... c'est bien le présent, mais c'est un peu lassant aussi, parce que peut-être il se passe rien, on ne sait pas, eu égard à l'histoire, eu égard au temps, de savoir si ce qu'on regarde est vraiment quelque chose d'important. Alors d'accord, quand vous voyez une guerre, quand vous voyez... ça paraît très important, mais c'est ça le défi du cinéma documentaire, à mon avis, et en tout cas particulièrement dans ce film, c'est d'arriver à se dire que l'histoire qui est racontée est une histoire dont on a en même temps un peu la légende. C'est pour ça qu'à la fin du film, on comprend quand le village vient visiter le bâtiment du documentaire, Jean-Marie Barbe fait un discours et il dit « Rendez-vous dans un siècle ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire on verra bien si dans un siècle, on y sera et on saura si la morale de l'histoire était bien, en tout cas, si c'était bien cette histoire-là qui s'écrivait, quoi. Ce qui est un défi tout le temps, même on peut dire, même les infos, ils ont ce défi, quoi. Et ils le ratent tout le temps, parce qu'ils sont obligés d'utiliser des choses très lourdes pour être sûr qu'ils fabriquent une légende. Vous voyez, quand vous faites un film de fiction, vous connaissez l'histoire. Vous faites Richard III, vous connaissez l'histoire avant, quoi. Voilà. Donc là, ce défi est quelque chose qui est très intéressant et très, voilà, c'est le défi du cinéma documentaire, c'est d'être capable qu'en suivant ce qui arrive, aussi modeste ou aussi que ça puisse être, au fond, qu'il s'agisse d'une légende dont on se souviendra. Et qu'au moment où on la filme, on se rende compte que c'est ça qui s'écrit, quoi. Pardonnez-moi cette digression, mais c'est vraiment pour rebondir à ce que... Vraiment, et je vais vous poser une question qui va peut-être c'est une question peut-être un peu trop rêveuse, on va dire ça comme ça, mais pour parler de la télé, du cinéma au niveau du documentaire, même si pour moi, ce que fournit la télé, enfin, ce qu'on entend à un moment dans votre film, lorsque Jean-Marie Barbe est à la radio, ce qu'on entend, pour moi, c'est pas du documentaire, c'est ce qu'on appelle un reportage, et je pense que vous seriez d'accord avec moi là-dessus. Mais est-ce que la grande différence entre vous, Claire Simon, et ce qui vous réunit, Abbas Fardel, que d'ailleurs on voit dans le film, je trouve que c'est un très beau moment, hein. Je trouve que c'était très beau quand un cinéaste filme un autre cinéaste. Enfin, c'est mon petit truc à moi. J'aime bien ces moments-là. Je trouve ça, il y a comme ça une espèce de clin d'œil en même temps d'acceptation de l'autre. Je trouve ça très très beau. Mais c'est vous deux, ce qui vous réunit, c'est parce que lorsque vous filmez quelqu'un, en plus d'avoir de l'empathie pour cette personne, mais il y a aussi le fait que vous y croyez en ce que vous filmez. Et j'ai l'impression que le reportage, il n'y croit pas, en fait. Ils n'y croient pas vraiment. Ouais.
Oui, c'est ce qu'on appelle de la consommation. C'est ce qu'on appelle de la consommation. Alors que vous, c'est pas de la consommation ce que vous faites. Vous y croyez en vos plans et vous surtout c'est pas que vous respectez ce que la caméra, mais en tout cas vous y croyez. Et à partir du moment où on y croit, et on y croit à ce monde. Voilà, vous y croyez en ce monde. Alors que j'ai l'impression que le reportage et avec la mozzarella, ce qu'on entend, peut-être moins la grande différence entre ce que vous faites, vous et Abbas Fadel, et les reportages, c'est une histoire de croyance, peut-être deux fois. Pardonnez-moi cette digression, mais j'en profite. C'est la foi, vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi que, par exemple, la télévision française a une grosse ligne budgétaire pour ce qu'ils appellent le documentaire de création. Sauf que 99,99% du documentaire de création qui passe pour ça en France, ce sont des films de commande dont les réalisateurs ne sont pas les auteurs. Ce qui est deux raisons qui font effondrer l'idée de documentaire de création. C'est-à-dire que le principe d'un reportage, qui peut être d'ailleurs très intéressant, c'est de dire, bon ben toi, machin, tu vas aller voir là-bas, alors au mieux c'est ce qui s'y passe, au moins bien c'est si ce qui s'y passe est bien ça et ça. Et toi, tu vas aller dire que la mozzarella est un fromage que tout le monde mange, etc. Bon, voilà. C'est tout le temps un principe de commande et la télévision, c'est-à-dire on va plus loin voir un truc, voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec quelqu'un comme Abbas Fadel qui filme sa famille en Irak alors que tout le monde sait que la guerre va arriver et qui la filme en deux parties et qui, alors lui, terrible histoire, à la fin de son tournage, il perd un personnage magnifique de son film qui est son neveu. Et qui fait qu'il ne peut pas regarder les roches pendant 10 ans. Mais il y va parce qu'il part de lui, de chez lui, de ce que c'est. Et personne lui a dit, va voir là-bas s'il y a bien la guerre en Irak, quoi. C'est tout à fait opposé, quoi, comme point de vue. C'est le fait... Enfin, je veux dire, si on enlève les films de commande, vous voyez, déjà, il reste presque plus rien, quoi. Et en plus, des films où l'auteur et le réalisateur, voilà, il reste presque plus rien. C'est énorme. Moi, je ne filme que ce dont je pense, que des endroits ou des gens ou des choses dont je pense que c'est un film. Donc, ça vient de moi, quoi. Et alors, ça c'est intéressant parce que je sais que ce que j'ai cru comprendre en tout cas dans vos précédents films, documentaires surtout, c'est que vous partez toujours de quelque chose, que ce soit un objet ou un corps, et puis vous y allez et vous développez tout ça. Dans ce film-là, qu'est-ce qui vous... J'imagine, bon, Tank c'est intéressant, mais j'imagine qu'il y avait autre chose qui était peut-être, qui vous a donné, vous vous êtes dit, tiens, là, le cinéma est là, on peut faire quelque chose avec ça. C'était quoi exactement? C'est ce bâtiment qui est en train de se construire au fur et à mesure ou c'est ces gens, c'est le fait qu'ils décident de faire tout ça, quoi. C'est Jean-Marie Barbe qui vient à Paris chercher de l'argent, qui veut faire une télé à l'USAS, quoi. C'est ce désir. Jean-Marie Barbe, fils de l'épicière, fils d'agriculteur, décide de faire ça, quoi. Et c'est donc aussi le portrait d'une façon d'un entrepreneur, de quelqu'un qui fait quelque chose et qui n'a pas du tout le statut, comment dire, surplombant d'un maître ou d'un patron, même si c'est être dictateur comme tous les chefs, quoi. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il avance tout le temps et qu'il y a quelque chose de très visionnaire, parce qu'au moment où moi j'ai commencé à les filmer, là c'était à l'été 2015, personne parlait de plateforme, hein. Il y avait juste Mubi qui existait, mais je veux dire, le fait de dire, voilà, le cinéma documentaire est mis en échec à la télévision et a beaucoup de mal au cinéma, on va faire un endroit où
les gens pourront voir le cinéma documentaire de qualité, d'auteur, etc. Et je me souviens de Jean-Marie disant, imaginez qu'un pan entier de la littérature, qu'un pan entier de la littérature disparaisse, ne soit jamais imprimé, etc. Ben, c'est le cas du cinéma documentaire. Donc et on pourrait dire même que c'est le cas, enfin, parce que le cinéma documentaire, c'est d'une certaine manière le premier cinéma, celui qui est fait à partir de la vie, celui qui est fait sans rien, quoi. Sans sulfite. Sans sulfite, exactement. Sans sulfite. Il y a aussi un très beau moment, c'est l'ouverture de votre film, qui d'ailleurs, selon moi, c'est une forme de boucle, enfin une forme de cercle, pardon, avec la fin. C'est que au début, si on n'a jamais vu, si on n'a jamais vu Jean-Marie Barbe, ce qui est intéressant, c'est que on voit cet enfant qui rentre dans ce bureau, qui vend des billets de loterie, et je trouve ça très très beau que vous ouvriez le film avec cet enfant et cet homme qui est beaucoup plus âgé que lui, qui à un moment lui parle un peu de cinéma, de documentaire, ce que c'est que le documentaire, et que le film se termine sur ce même personnage qui est dans ce bâtiment qu'il vient de construire en quelque sorte, et qui en fait ne s'intéresse toujours et absolument et fondamentalement aux autres, quoi, et plutôt les autres générations. On est en face d'un passeur, vous filmez des passeurs finalement. Oui. C'est ce qui est très beau, c'est qu'il avance tout le temps. Et que aujourd'hui, le film raconte les difficultés, il y a beaucoup de conflits, et malgré tout, maintenant ça fait 5 ans que Tenk existe, et ils ont aujourd'hui 26 000 abonnés, et ils sont bénéficiaires, ils peuvent emprunter de l'argent à une banque, et ils vont coproduire des films plus que la Lucarne d'Arte. La Lucarne d'Arte produit 3 films en France par an. Eux, avec le même montant, ils vont en coproduire 10. Donc, tout n'est pas encore coulé dans le bronze, mais ce qui est formidable, c'est que alors que on sent qu'il y a vraiment des difficultés très grandes, et surtout que quand il arrive à Paris, ou je sais pas, ou des gens qu'ils pensent tous, les gens, ils pensent un peu que c'est des rigolos, que c'est et puis avec son goût des chiffres, quand il dit on va produire 150 films par an, etc., on se dit bon, d'accord, ok, le mec il rêve complet et tout. Eh ben, c'est pas 150, mais déjà 10, c'est pas mal, quoi. Ils ont déjà coproduit 40 films depuis l'existence, mais des plus ou moins petits films, etc., plus ou moins longs, plus ou moins. Mais et moi, je suis éblouie par cette façon que ça passe, que ça marche, que ça marche quand même, quoi. C'est très beau, et par exemple, je suis allée à une réunion éditoriale de Tenk au mois de mai, et donc j'ai vu Patrice Botéac, à qui j'avais téléphoné, l'agriculteur, qui a subi le très grand gel qui a eu lieu le 18 et le 19 avril de cette année, et il n'a plus une poire, etc. Mais quand même, là, au festival où je suis passée, eh bien, il y avait quand même des prunes, et il a planté des tomates, et il vend des tomates. Et donc, c'est cette chose de passer, quoi, de passer quand même, qui est très, très belle. C'est ça qui est très belle, et il faut les regarder aussi, il faut savoir les voir, tout cela, et il y a une scène terrible dans votre film. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont terribles parce qu'elles ne sont pas surréalistes, elles sont malheureusement... elles sont un peu dans la continuité logique du fait qu'on est assommé, aveuglé par tant de telles mauvaises images, et quand il y a de très belles images, de très beaux plans, pardon, qui s'offrent à nous, on ne veut pas les voir, ou on n'a pas le temps de les voir. Et il y a une séquence terrible dans votre film, où je crois que c'est la réunion de toute l'équipe, et les gens ne comprennent pas pourquoi celles et ceux qui sont abonnés chez Tenk se désabonnent assez rapidement, parce qu'ils n'ont pas le temps de voir. Et ça va beaucoup plus loin, c'est que les mêmes personnes qui se trouvent dans le bureau, elles-mêmes ne se sont pas abonnées à Tenk. Pas toutes. Et là, pas toutes. Et je m'étais dit, à ce moment-là, je m'étais dit, mais est-ce qu'il y a un problème dans la notion de voir? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir
réellement? Est-ce qu'on voit réellement les choses? C'est ça que je voulais voir. Ouais. Et je me pose cette question. Oui. Mais c'est-à-dire que la curiosité, fabriquer son goût, son regard, que ça marche avec... Enfin, on a besoin de recevoir des choses de l'extérieur. Parfois, on est embarrassé par le fait de tout le temps les choisir. Et on aurait envie... Enfin, autrefois, les gens rentraient, ils allumaient la télé et il y avait des choses qui arrivaient sur eux qu'ils n'avaient pas choisies. Et parfois, il y avait des choses formidables qui arrivaient qu'ils n'avaient pas choisies. Donc, mais oui, il faut... c'est beaucoup une question de communication. Et cette communication, elle est très ennuyeuse, quoi. On voit bien sur quoi c'est fait de plus en plus avec... les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vrai qu'être abonné à Tank, c'est se dire de temps en temps, tiens, je vais regarder ce qu'il y a, etc. Mais c'est quand même formidable. J'imagine très bien. Ouais. J'imagine très bien. Encore deux petites questions et puis je vous laisse tranquille, hein, Claire Simon. Mais vous êtes à l'image, hein, comme très souvent, et moi, ça me fascine beaucoup parce que il n'y a pas beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui prennent la caméra et qui le filment frontalement. Et c'est une question vraiment très, très bête, hein, ce que je vais vous poser, parce que peut-être vous allez me dire, c'est l'instinct. Mais voilà, je suis très curieux, moi aussi. Comment vous avez cette distance? Comment vous par rapport à ce film, hein, je ne dis pas en général, hein, mais par rapport à ce film dont le récit est axé autour d'un festival de cinéma, mais en tout cas, comme disait Godard, les professionnels de la profession. Cette distance, comment on l'obtient? Parce que je vous avouerai qu'à un moment, moi, je me suis complètement oublié et je vous ai complètement oublié. J'étais dans le film, j'étais comme ces danseurs à la fin qui dansent le sirtaki en regardant Zorba le Grec. C'est ça, en gros. C'est que n'importe quel peut-être cinéaste qui ne serait pas très subtil aurait filmé en plongée, et puis non, vous restez à hauteur d'homme, comme disait Hawks, et c'est très beau. Et je m'étais dit à ce moment-là, mais comment pardonnez-moi de parler comme ça, mais comment elle fait pour garder cette distance, toujours cette distance? C'est ça qui me... Voilà, je vous pose une question curieuse. C'est la caméra, c'est l'instrument de la distance. C'est une boîte magique qui fait la distance, qui fait que ce qu'on regarde à travers la caméra est un futur antérieur. Ça sera un film qu'on regardera comme quelque chose qui était passé, quoi. Et que ça, c'est très fort. Hein. Ça marche tout le temps. C'est ça la distance, quoi. On peut pas ignorer ce qu'est la puissance de la caméra. C'est très fort. Ouais. En tout cas, le film sort le 1er septembre, c'est cette semaine. C'est Le Fils de l'épicière, le maire, le village et le monde. Et cet éclaircissement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cet entretien. C'était un plaisir, en tout cas. Et comme je sais que vous tournez très vite, je vous dis à très vite, dans quelques mois, alors. Voilà, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Merci beaucoup, Claire Simon. Merci et longue vie au film. Longue vie au film. Merci. Au revoir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.